Une fillette de 10 ans a été assassinée. Le corps gisait à environ 15 mètres d'un ruisseau. C'est le genre de crime qui inquiéterait n'importe quel parent. Commence alors une folle chasse à l'homme. Il était prêt à avouer. Il a dit « il fallait que je l'aie ». Contre toute attente, 3 suspects sont finalement arrêtés. C'était pas des enfants de cœur, tous les 3 avaient un casier. Ils étaient forcément mêlés au crime, d'une manière ou d'une autre. Seul un homme détient la triste vérité. Il y a une différence entre un tueur et un meurtrier. Un meurtrier tue par envie, sans problème de conscience. La vérité ne demande qu'à éclater. Mais à quel prix? Plus on avance, plus ça devient délirant, complexe et ignoble. Dans cette banlieue aisée de l'ouest de Chicago, la vie a longtemps ressemblé à un long fleuve tranquille. Dans les années 80, Naperville était une de ces petites villes de banlieue semi-rurales, peuplée de gens fortunés qui jouaient encore au polo et de familles des classes moyennes aspirant à la tranquillité. C'était l'endroit idéal pour élever une famille, avec très peu de criminalité. Ce 25 février 1983, Janine Nicarico, 10 ans, se réveille avec de la fièvre et un début de grippe. Ses parents décident donc de la laisser à la maison, seule. Les parents de Janine entraient alors dans la trentaine. Le père, Tom, travaillait comme ingénieur à Chicago et la mère, Pat, était l'adjointe du directeur d'une école de Naperville. Janine était la plus jeune de leurs 3 enfants. Quand un enfant était malade, on le laissait à la maison. À l'époque, c'était comme ça. Au moment de partir, Patricia Nicarico fait la promesse à Janine de repasser dans la journée pour prendre de ses nouvelles. Sa mère est revenue 2 fois. Une première fois dans la matinée, puis une seconde à l'heure du déjeuner pour lui préparer un sandwich. Ce qui s'est passé ensuite, c'est le cauchemar de tout parent. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. À 15 h, Catherine, la grande sœur de Janine, rentre de l'école. En arrivant à la maison, elle a constaté que la porte d'entrée avait été forcée. La porte avait été fracturée. Des petits copeaux de bois jonchaient le sol. Catherine est tout de même entrée et elle a appelé sa sœur. Mais elle n'était plus là. Naturellement, elle l'a cherché. Dans la buanderie, elle a retrouvé le chien recroquevillé, mais aucune trace de sa petite sœur. Catherine prévient aussitôt ses parents, qui, paniqués, alertent la police du comté de DuPage. Les brigadiers de Naperville, assistés du shérif du comté, de ses hommes et d'autres renforts, ont aussitôt lancé des recherches pour tenter de retrouver la fillette. Plus de 100 agents de police ont été déployés sur place. Avec mes frères et ma sœur, on a cherché dans les bois derrière notre maison. On pensait qu'elle s'était peut-être égarée, qu'elle était partie se promener et qu'elle s'était perdue. Tandis que les recherches se poursuivent, les enquêteurs élaborent une première hypothèse. Janine a pu disparaître suite à un cambriolage qui aurait mal tourné. Il y avait une empreinte de chaussure sur la porte. Manifestement, elle avait été enfoncée. Quelqu'un se serait donc introduit dans la maison, mais rien n'a disparu, excepté Janine. Faut-il en déduire que la fillette était directement visée? 24 heures plus tard, malgré les efforts mis en œuvre, toujours rien. Ses parents commencent à craindre le pire, et l'angoisse s'empare bientôt de tous les habitants de Naperville. C'était une petite ville sans histoire, donc forcément les gens étaient inquiets. C'est le genre de crime qui inquiéterait n'importe quel parent. Le 27 février, 2 randonneurs qui se promènent à 11 km du domicile des Nicarico sont soudain interpellés par un détail au loin.
Ces deux hommes ont remarqué une forme étrange. Ils se sont donc approchés et ils ont découvert un corps. Il gisait à environ 15 mètres d'un ruisseau, dans la boue. Le corps fluet est celui de Janine Nicarico. Il est vêtu d'une chemise de nuit Blanche-Neige et les Sept Nains, à l'effigie de dormeur. La fillette n'avait que 10 ans. Il y avait une empreinte profonde dans la boue, au niveau de la tête sur laquelle le tueur semblait s'être acharné. Elle a été kidnappée, puis violée et frappée à mort avec un démonte-pneu ou un autre instrument contondant comparable. Ça reste inimaginable, c'est tellement horrible. On se dit que ce n'est pas possible. Tout le monde était horrifié qu'un tel drame ait pu se produire à Naperville. Quand en plus la victime est un enfant, l'émotion est d'autant plus vive. Le meurtrier ayant pris la fuite, la panique s'installe. De son côté, la police recherche activement des témoins. Un voisin a fini par se manifester pour dire qu'il avait vu un homme de race blanche, seul, au volant d'une voiture verte. Mais aucune trace de ce mystérieux individu ni de sa voiture. Après 2 semaines d'enquête, la police est dans l'impasse. Les preuves d'agression sexuelle et les prélèvements effectués sur la dépouille n'ont permis d'ouvrir aucune nouvelle piste. À l'époque, les analyses ADN n'en sont qu'à leur balbutiement. Plusieurs équipes étaient sur le coup, la plupart sous les ordres du shérif du comté de DuPage. Mais ils n'avaient guère de preuves. Je ne dirais pas qu'ils pataugeaient, mais disons qu'ils n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le shérif décide alors d'offrir une récompense de 10 000 $ contre tout renseignement décisif. Moins de 24 heures plus tard, un homme se présente à lui qui déclare détenir des informations. Ce témoin providentiel s'appelle Alex Hernandez. Il a 19 ans et c'est un petit voyou avec un QI largement inférieur à la moyenne. C'est un opportuniste. Il a entendu parler du meurtre et il a été alléché par la récompense. 10 000 $ pour Alex Hernandez, c'était l'équivalent d'1 million pour d'autres. Son surnom, c'était Alex le Fou, ou quelque chose dans le genre. Mais vu qu'il affirmait détenir des informations, ils ont accepté de l'entendre. Il a expliqué qu'il avait rencontré un certain Ricky, qui lui avait dit qu'il savait des choses sur le meurtre de la fillette. Les jours suivants, Hernandez va être entendu pendant plus de 40 heures par les enquêteurs Denis Kurzawa et Thomas Vosberg. Ils espèrent qu'à force de le questionner, ce témoin les aidera à retrouver la trace du mystérieux Ricky. Seulement voilà, Ricky a été inventé de toutes pièces. La police ne l'a jamais retrouvé. Hernandez détient-il néanmoins de réelles informations sur le crime? Ou a-t-il été seulement appâté par la récompense? Les parents de Janine mettaient la pression aux enquêteurs pour qu'ils retrouvent le meurtrier et ils étaient convaincus que Hernandez savait des choses. La police a donc continué à l'interroger en qualité de témoin potentiel. Ces déclarations étaient toujours un peu vagues. J'étais là, j'ai perdu mon sang-froid, je voulais pas y aller, mais les autres sont entrés et ils ont ramené la gamine. C'était de cet ordre-là. Selon les jours, Hernandez ne donne jamais tout à fait la même version des faits. Malgré ces incohérences, les enquêteurs continuent de l'interroger dans l'espoir d'obtenir des pistes. De temps en temps, il lâche des noms. Parmi ceux qui y reviennent, il y a Rolando Cruz. Alors la police fait venir Cruz. Lui aussi a 19 ans et lui aussi a déjà été arrêté pour cambriolage. C'est un baratineur professionnel, dira un avocat, mais on pourrait en dire autant de toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Rolando Cruz était originaire d'Aurora. C'était un petit roublard, un peu voyou. J'étais réserviste à l'époque. Je venais de rentrer de mission et j'étais un peu paumé. Et j'ai fait quelques bêtises. Des erreurs de jeunesse. Cruz affirme ne rien savoir de l'enlèvement de Janine. Mais à l'occasion d'un autre interrogatoire, il se révèle très bavard au sujet de Hernandez, qu'il accuse ouvertement d'être le meurtrier de Janine Nicarico. C'était facile pour moi de mentir. J'ai grandi entouré de gens malhonnêtes, comme Hernandez d'ailleurs. Le mensonge faisait partie de nos vies, c'était comme ça. Si les enquêteurs ont du mal à obtenir des aveux clairs,
les incohérences de Cruz laissent toutefois penser qu'il en sait beaucoup plus sur le meurtre de la fillette que ce qu'il prétend. Son alibi, c'était qu'il était avec sa sœur le jour du meurtre. Or, dans ce genre d'affaires, les alibis familiaux sont souvent critiqués parce qu'il est naturel pour un proche de mentir pour protéger l'un des siens. Les inspecteurs doutent également de l'alibi de Hernandez. Pour prouver qu'il n'a pas tué la petite Janine Nicarico, il continue de donner aux enquêteurs des noms de suspects potentiels. Tous sont de jeunes hommes issus du quartier où Cruz et lui ont grandi, à Aurora. On parle d'un quartier beaucoup moins favorisé que Naperville, un quartier presque pauvre. D'après Hernandez, un certain Stephen Buckley se trouvait également dans la voiture quand Ricky, l'homme imaginaire, avait soi-disant déclaré qu'il savait des choses sur le meurtre. Steve, à l'époque, devait avoir 19 ou 20 ans. Il avait abandonné l'école très jeune, mais c'était un gamin brillant. Chez lui, on a trouvé une paire de chaussures qui pouvait correspondre à l'empreinte laissée sur la porte. Cette empreinte avait été identifiée comme provenant d'une paire de chaussures de randonnée d'une grande marque. Il a annoncé aux policiers « J'ai une paire comme ça ». Sa mère l'a emballée, ils sont repartis avec. Les chaussures de Stephen Buckley sont placées sous scellé. Au bout de 10 semaines d'enquête, la police a identifié 3 suspects potentiels. Hernandez, Cruz et Buckley. C'était pas des enfants de cœur, tous les 3 avaient un casier. Mais à en croire leurs témoignages, ils se connaissent à peine et n'ont rien à voir avec le meurtre. Je connaissais Stephen Buckley de nom. On avait des amis en commun, mais on traînait pas ensemble. Et Hernandez, j'ai jamais traîné avec lui non plus. Faute de preuves matérielles incriminant Hernandez, Cruz ou Buckley, la police est contrainte de les relâcher, et ce malgré des contradictions flagrantes dans leurs alibis respectifs. Le procureur fédéral de l'époque, Michael Fitzsimmons, s'est même exprimé publiquement à ce sujet. Il a expliqué qu'une arrestation était impossible, faute de preuves. Il faut garder à l'esprit que, pendant ce temps, le shérif et ses équipes étaient harcelés de toutes parts pour résoudre cette affaire au plus vite. À l'échelle du comté de DuPage, c'était littéralement le crime du siècle. Il était impensable que cette affaire ne soit pas résolue. Naperville ne saurait être délivrée de la paranoïa dans laquelle elle a sombré, tant qu'un coupable n'aura pas été désigné. Quelqu'un doit payer pour le meurtre, à tout prix. Un an s'est écoulé depuis que la petite Janine Nicarico, 10 ans, a été enlevée, violée, puis sauvagement assassinée dans le comté de DuPage, en Illinois. La seule piste des enquêteurs à ce stade provient du témoignage d'Alex Hernandez, un jeune homme d'Aurora qui leur a livré les noms de 2 autres suspects, Rolando Cruz et Stephen Buckley. Il n'existe toutefois aucune preuve matérielle de leur participation au crime. Les parents de Janine mettaient la pression aux autorités pour qu'elles retrouvent le meurtrier. Toute cette pression tombe au mauvais moment pour le procureur du comté de DuPage, Michael Fitzsimmons. Il ne reste plus que 3 semaines avant les nouvelles élections. Et si l'affaire Nicarico n'est pas résolue d'ici là, il y a de fortes chances pour que cela lui coûte son poste. La pression est montée d'un cran à l'approche des primaires du Parti républicain. Il était urgent qu'ils mettent un terme à cette affaire qui occupait autant les gros titres que les élections. S'il se révélait incapable de résoudre un crime comme celui-là, qui allait voter pour lui? 6 semaines après avoir déclaré qu'une mise en examen était impossible faute de preuves, Fitzsimmons fait une déclaration fracassante. Alex Hernandez, Stephen Buckley et Rolando Cruz ont été arrêtés. La veille des élections, ils ont été arrêtés tous les 3, Cruz, Hernandez et Buckley. C'est surprenant, mais ça n'est pas inhabituel en période d'élection pour un procureur. On a déjà vu des crimes insolubles être soudain résolus, ou du moins trouver une forme de dénouement par le biais d'une mise en examen à l'approche d'élections très tendues. Le 9 mars 1984, l'affaire prend donc un nouveau tournant. Ils étaient forcément mêlés au crime, d'une manière ou d'une autre.
Malgré cet improbable coup de filet, Fitzsimmons n'est pas réélu. La mise en examen de Cruz, Hernandez et Buckley est néanmoins maintenue. Leur procès s'ouvre 10 mois plus tard. On m'a escorté jusqu'au banc des accusés. J'ai regardé les types qui étaient là et j'ai dit « C'est qui, eux ?» On m'a répondu « Stephen Buckley et Alejandro Hernandez, tes complices. » J'ai dit « Quoi ?» Et là, vous priez pour que ce soit une blague. C'est un cauchemar. Rolando n'était pas un saint. Est-ce qu'il avait déjà enfreint la loi? Oui. Mais là n'était pas la question. La question c'était, avait-il tué cette fillette, oui ou non? Pour le parquet, le procès s'annonce compliqué. Il n'avait aucune preuve. Je me demandais bien comment ils allaient s'y prendre. Quand soudain, 4 jours avant l'ouverture du procès, l'un des 3 suspects jette un pavé dans la mare. Rolando Cruz a déclaré à la police qu'il avait eu une vision concernant le meurtre de la fillette. Il a expliqué qu'au moment de son enlèvement, elle tenait une couverture à la main, puis qu'elle avait ensuite été emmenée près d'un cours d'eau et qu'on l'avait frappée si fort à la tête que ça avait laissé une empreinte dans la boue. Certains de ces détails se sont révélés être vrais. Or, la police n'a jamais divulgué ces détails. Cruz n'a pas pu en avoir connaissance, à moins d'avoir participé au crime dont il continue de se réclamer innocent. Ces déclarations l'accablaient. Sauf que j'ai jamais dit ça. Par contre, j'ai dit aux flics, vous allez prétendre que je l'ai tué alors que c'est pas vrai? On pourra pas me condamner. Au procès, je serai innocenté. Vous n'avez rien contre moi, j'ai rien fait. Pour son réquisitoire, le parquet a néanmoins choisi de s'appuyer sur ce témoignage et ceux de petits gangsters. Ils ont fait témoigner la moitié des habitants du East Side d'Aurora contre Buckley, Hernandez et Cruz. À la barre, un des témoins a déclaré avoir passé une soirée arrosée avec Rolando Cruz, au cours de laquelle mon client avait soi-disant fondu en larmes et déclaré qu'il savait des choses sur le meurtre de la fillette. Le 22 février 1985, le jury rend son verdict. Hernandez et Cruz ont été déclarés coupables. Je me rappelle une remarque d'un juré qui m'a frappé. Il a dit que le jury ignorait ce qui s'était réellement passé, mais qu'une fillette était morte et qu'il fallait bien défendre sa mémoire. Ça dit bien toute la tristesse de cette tragédie. Tandis que Cruz et Hernandez tentent de rassembler leurs esprits, Stephen Buckley retient son souffle en attendant son verdict. Il n'a pas pu être clairement établi que les empreintes de pas relevées sur la porte étaient les siennes, et le jury est perplexe. L'empreinte relevée sur la porte d'entrée de la maison provenait d'une chaussure de randonnée de grande marque. Et plusieurs expertises ont été demandées pour tenter d'identifier sa provenance. Toutes ont innocenté Rolando Cruz et Alex Hernandez, mais aucune n'a permis de tirer de conclusions définitives sur Stephen Buckley. On avait nos experts, ils avaient les leurs. Mais franchement, il suffisait d'observer 2 secondes l'empreinte et la chaussure de Stephen Buckley pour voir qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux. Bref, c'est le jury qui a finalement tranché. Buckley a été relaxé et Rolando Cruz et Alex Hernandez ont été condamnés pour le meurtre de la petite Janine Nicarico. 3 semaines seulement après le verdict, la sentence tombe pour Cruz et Hernandez. Peine de mort pour tous les deux. Rolando Cruz est incarcéré à la prison correctionnelle du comté de Menard au printemps 1985. Il y retrouve Alex Hernandez dans le couloir de la mort. Le jour, tu pries pour rester en vie jusqu'au soir, et la nuit, tu recommences à prier. Tous les jours. Tu peux jamais savoir de quoi le lendemain sera fait, ni même si tu tiendras jusque-là. Autour, il n'y a que des meurtriers. Rolando Cruz, qui n'a que 20 ans, commence à prendre la pleine mesure de ce qui l'attend. Il ne sera plus jamais un homme libre. Il va mourir en prison. Il est loin d'imaginer que quelque part, au-delà des murs qui l'entourent, un tueur en série détient la clé de sa liberté. Plus on avance, plus ça devient délirant, complexe et ignoble.
2 ans se sont écoulés depuis que Janine Nicarico, 10 ans, a été kidnappée, violée et battue à mort. 2 hommes, Alex Hernandez et Rolando Cruz, ont été condamnés à la peine de mort pour le crime. J'avais 20 ans, 2 mois et 5 jours quand on m'a enfermé. J'ai dû apprendre à me battre pour rester en vie, pour survivre. Quelques mois après la condamnation de Cruz et Hernandez pour le meurtre de Janine Nicarico, une autre enfant a été kidnappée, agressée sexuellement et tuée dans des conditions semblables à celles du drame qui avait ébranlé Naperville 2 ans auparavant. Ce 2 juin 1985, Melissa Ackerman, alors âgée de 7 ans, et son amie Opal s'amusent sur une route de campagne du comté de LaSalle en Illinois. C'était un dimanche. Elles étaient en train de jouer au bord de la route quand un individu les a forcées à monter dans son véhicule. La petite Opal a réussi à s'en extraire par la vitre et à prendre la fuite. Mais Melissa, elle, n'a pas réussi à s'échapper. Opal donne à la police une description de l'agresseur et de son véhicule. Ce même jour, dans l'après-midi, il est repéré à une station essence. Avec l'aide du SWAT, le FBI interpelle le conducteur. Il a 28 ans et se nomme Brian Degan. C'est un marginal du New Hampshire, un ancien détenu en liberté conditionnelle. Brian Degan avait été placé en liberté surveillée en août 1982 et il s'est avéré qu'il avait été condamné pour une série d'agressions sexuelles sur des femmes sur la côte Est. Degan affirme qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Melissa Ackerman. La police du comté de DuPage, où l'homme a passé son adolescence, se souvient très bien de ce petit voyou, adepte de l'école buissonnière, qui a quitté son lycée d'Aurora à l'âge de 16 ans. C'est à partir de là qu'il a commencé à dealer et à commettre d'autres délits mineurs, dont un cambriolage. Des témoins rapportent que Degan aimait exhiber ses armes, une machette, un démon de pneus, un tuyau de plomb et une matraque recouverte d'adhésifs qu'il cachait sous le siège avant de sa voiture. 15 jours après la disparition de Melissa, son corps est retrouvé dans un fossé de drainage du comté de LaSalle, 5 jours seulement après ce qui aurait dû être son 8e anniversaire. Degan est inculpé. Une mèche de cheveux appartenant à Melissa ayant été retrouvée dans sa voiture à l'intérieur d'un sac de couchage. Degan a été mis en examen pour le meurtre de Melissa Ackerman en 1985. Par le biais de son avocat, il a alors négocié avec le juge. Degan était prêt à plaider coupable si on lui épargnait la peine de mort, et le comté de LaSalle a accepté. En novembre 1985, Degan est donc condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération. Je me rappelle avoir regardé les infos ce jour-là et avoir été frappé par un certain nombre de ressemblances avec l'affaire Nicarico. Les 2 fillettes avaient quasiment le même âge au moment des faits. Et puis, c'est triste à dire, mais physiquement, la ressemblance était assez flagrante. Il faut rappeler que tout ça se passe 1 an et demi seulement après que Hernandez et Cruz ont été condamnés à la peine de mort. Et voilà que Degan est maintenant enfermé à son tour et qu'il déclare à la police « J'ai également tué Janine Nicarico et je vais tout vous raconter ». Brian Degan a dit qu'il était prêt à tout avouer. Et là, on s'est tous posé la même question. Pourquoi? Il venait d'être condamné à la prison à perpétuité. Alors qu'est-ce que ça allait changer pour lui? Pour des raisons qui lui appartiennent et que j'aurais bien du mal à expliquer, il a décidé de vider son sac. Degan a expliqué à la police que le jour du meurtre de Janine, il s'est arrêté pour demander un tournevis parce qu'il avait un problème de mécanique. Il a frappé chez les Nicarico et Janine a ouvert. Il lui a expliqué son problème et Janine a refermé la porte. Il l'a alors enfoncé en donnant un coup de pied. Il a dit, je cite, « Il fallait que je l'aie ». Il y avait des tas de preuves que c'était bien lui et qu'il disait la vérité. Déjà ce jour-là, il était exceptionnellement en repos. Ensuite, des randonneurs avaient signalé à la police la présence dans les bois d'une voiture verte à laquelle il manquait un enjoliveur.
Et Brian Degan avait été arrêté au volant d'une voiture verte, quasiment identique à celle décrite. Une voiture à laquelle il manquait justement un enjoliveur. Le lendemain du drame, un voisin des Nicaricos avait également signalé une voiture verte. L'histoire de Degan semble de plus en plus crédible, mais il y a un hic. Degan était formel, et ce détail est très important. Il avait mis 2 coups de pied dans la porte. On l'a alors accusé de mentir car sur la porte de la maison, une seule empreinte avait été relevée. La police du comté de DuPage a dit « Impossible, il n'y avait qu'une empreinte ». La porte ayant heureusement été conservée, et dans le doute, on l'a envoyée à Washington. Ils ont confié la porte ainsi que la chaussure de mon client au FBI. Le FBI a alors procédé à un relevé électrostatique. Et on a découvert qu'en fait, il y avait 2 empreintes sur la porte, quasiment l'une sur l'autre. Le FBI étant catégorique, il a alors bien fallu se rendre à l'évidence, aussi glaçante soit-elle. C'était bien Degan qui avait enfoncé cette porte. La question que se posent les enquêteurs à présent est la suivante. A-t-il agi seul? Ou Alex Hernandez et Rolando Cruz l'ont-ils aidé à kidnapper et à tuer Janine Nicarico? Et les crimes passibles de la peine de mort sont toujours un peu compliqués à juger. Pour la 2e fois, Alex Hernandez et Rolando Cruz vont devoir tenter de convaincre les juges qu'ils n'ont pas assassiné une enfant. Le pire des crimes pour un détenu. On te regarde comme un démon. Le démon qui a osé tuer une petite fille. Il y a une différence entre un tueur et un meurtrier. Un tueur, c'est quelqu'un qui fauche une personne avec sa voiture accidentellement. Un meurtrier, il tue par envie, sans problème de conscience. Que le coupable se nomme Cruz, Hernandez ou Degan, il fallait qu'il soit puni en conséquence. Dix mois après la condamnation à mort d'Alex Hernandez et Rolando Cruz pour le meurtre et le viol de Janine Nicarico, les autorités sont sur les dents suite aux aveux de Brian Degan, qui affirme être l'auteur du crime. Le procureur du comté de DuPage doit maintenant déterminer, avant qu'il ne soit trop tard, si les 2 condamnés à mort sont effectivement coupables ou innocents. Sacré dilemme. 2 coupables avaient déjà été désignés qui attendaient leur tour dans le couloir de la mort. Ce Degan, avec ses aveux, compliquait une affaire qui avait déjà été réglée. Le juge et les magistrats du parquet étaient assez sceptiques sur l'air de « ce type n'est qu'un agitateur qui veut semer le trouble et faire libérer 2 coupables ». Les parents de Janine, quant à eux, étaient toujours persuadés de la culpabilité de Cruz et Hernandez. Si Degan était mêlé à l'affaire, il ne pouvait être que leur complice. Les magistrats du parquet ont décrété que Degan n'avait pas pu agir seul et qu'il avait des complices. Ils ont tenté de démontrer au jury que Degan, Cruz et Hernandez faisaient tous partie d'une même bande. Ils ont dit que Degan et moi, on avait été à l'école ensemble. Vous savez quel âge il a? Et vous savez quel âge j'ai? C'est tout simplement impossible. Il a quasiment 10 ans de plus que moi. John Hanlon et son équipe d'avocats décident alors de monter au créneau. Ils réclament un nouveau procès pour leur client, Rolando Cruz. Le juge accepte et exige même que cette fois, Cruz et son co-inculpé, Hernandez, soient jugés séparément. On était ravis. Le jury allait être confronté directement au meurtrier. Brian Degan allait pouvoir leur expliquer ce qui s'était passé ce jour-là de manière précise et circonstanciée. Mais tandis que le procès s'ouvre, une ombre vient ternir le tableau. Brian Degan ne témoignera qu'à une condition. C'était ma première affaire criminelle passible de peine de mort et j'étais loin de m'attendre à un tel revirement. Lors du 2e procès, le jury n'a pas pu entendre Brian Degan, puisqu'il a refusé de témoigner. Brian Degan a fait savoir qu'à moins que le comté de La Salle accepte de lui épargner la peine de mort, il ne reconnaîtrait pas les faits. Sa demande a été rejetée. Et finalement, le juge a décidé qu'il n'autorisait pas Brian Degan à confesser le crime de Janine Nicarico. Privés du témoignage de Degan, les avocats de Rolando Cruz voient leur stratégie s'effondrer comme un château de cartes.
Le juge a dit « Bon, vous pouvez utiliser les déclarations de Dugan au sujet du meurtre de Janine, mais vous oubliez ses antécédents judiciaires. Interdiction donc d'évoquer devant le jury l'enlèvement, le viol et le meurtre de la petite Ackerman, et d'établir le moindre parallèle avec l'affaire Nicarico. » C'est un coup dur pour la défense, qui comptait bien s'appuyer sur le lourd passé criminel de Dugan. Il lui reste néanmoins une carte à jouer, d'ordre scientifique celle-là. Depuis peu, en effet, les analyses ADN sont considérées comme des preuves recevables dans une affaire criminelle. Et voilà qu'on commence à parler d'ADN. Janine avait été violée, et à l'époque, on avait prélevé du sperme. Le profil ADN de Brian Dugan a été établi très peu de temps après la légalisation de cette procédure aux États-Unis. Pour nous, j'entends les avocats de la défense et Rolando Cruz, ça tombait à pic. Ça ne pouvait que servir nos intérêts. Les résultats des premières analyses ADN sont tombés, et Buckley et Hernandez ont été innocentés. Quant à Dugan et Cruz, impossible à dire. À l'époque, c'était moins précis qu'aujourd'hui. Et il n'y avait que le FBI qui avait recours aux analyses ADN. Le jury a fini par dire « peu importe ». Le 1er février 1990, Rolando Cruz est condamné pour meurtre, pour la deuxième fois. Et là, c'était clair qu'ils allaient tout faire pour avoir ma peau. Cruz est renvoyé dans le couloir de la mort. 16 mois plus tard, Alex Hernandez est lui aussi condamné à nouveau. Cette fois, il écope d'une peine de prison de 80 ans. Bien que les analyses ADN l'aient innocenté, le jury a appuyé sa décision sur l'une des premières dépositions de Cruz, qui avait alors accusé Hernandez d'être impliqué dans l'enlèvement. Une pure invention, comme il l'a reconnu depuis. La plupart des jurés ont des enfants, voire des petits-enfants. Et la charge émotionnelle est immense dans une affaire de meurtre et de viol, comme celle-là. Dans une affaire comme celle de Nicarico, où rien n'a été épargné à la victime, il y a toujours cette peur que si on laisse un accusé repartir les mains libres, il va recommencer. J'avais de la famille qui vivait pas loin, mais personne n'est jamais venu me voir. J'imagine qu'ils avaient trop honte. Les détenus condamnés pour pédophilie ou infanticide sont à peine mieux traités que les cafards en prison. À la seconde où on découvre pourquoi vous êtes là, votre tête est mise à prix. Le problème, c'était pas les détenus, c'était les matons. Ils me harcelaient à l'interphone. Ils essayaient de me faire dire des choses. Ils me disaient des trucs du genre « Avoue que c'est toi, tu l'as tué ». Et puis, 10 ans après la première condamnation de Cruz et Hernandez, l'affaire rebondit de nouveau avec les résultats de nouvelles analyses ADN. Cette fois, la vérité va enfin pouvoir éclater au grand jour. Et des vies vont à nouveau basculer. Dix ans ont passé depuis ce jour maudit où la petite Janine Nicarico a été enlevée, violée et assassinée. Alex Hernandez et Rolando Cruz ont été reconnus coupables du meurtre. Mais certains en sont persuadés. L'auteur du crime est un troisième homme, Brian Dugan, qui a depuis été condamné pour un crime similaire. J'ai un faible pour les bonnes histoires. Et c'en est une. Dans cette affaire, comme c'est souvent le cas, trop souvent le cas, le hasard a beaucoup joué, le fameux facteur chance. Estimant que la vérité sur Brian Dugan a été étouffée lors du deuxième procès, les avocats de Rolando Cruz en réclament un troisième. Leur client, qui s'apprête à passer sa 10e année dans le couloir de la mort, n'y croit plus. Un juge va pourtant lui donner raison. Et cette fois, ses avocats vont pouvoir enfin dévoiler toute la vérité sur le passé criminel de Brian Dugan. Le réquisitoire du parquet est sans surprise. Rolando Cruz est coupable. Il suffit de relire la déclaration qu'il a faite aux enquêteurs 12 ans plus tôt au sujet d'une vision qu'il aurait eue et qui l'accable sans l'ombre d'un doute. Cruz avait donné à la police des détails précis que seul l'auteur du crime pouvait connaître. Aux yeux de certains, il s'était trahi. J'ai jamais eu de vision, j'ai jamais dit ça. L'une des premières choses qu'on enseigne à tous les policiers,
c'est qu'il faut toujours écrire un rapport quand un suspect fait une déclaration, surtout quand ça concerne le meurtre d'un enfant. Avec une telle déclaration, on se dit qu'ils doivent avoir des bandes et une retranscription complète et signée. Mais non, rien de tout ça. C'était leur pièce à conviction numéro 1, et ils n'en avaient aucune trace. Aucune trace écrite ni audio de la fameuse déclaration de Rolando Cruz. Les enquêteurs Dennis Kurzawa et Thomas Vosberg jurent néanmoins que Cruz a tenu ses propos devant eux. Propos qui ont conduit à sa condamnation ainsi qu'à celle de Hernandez. Ils affirment même avoir averti par téléphone leur supérieur, James Montesano, de cette troublante confession ultra détaillée le jour même. Imaginez un peu, 12 ans ont passé, et Montesano, le grand chef, soudain il a un flash et il dit au juge « Attendez, ah oui, ça me revient !» Il s'est avéré que Montesano n'avait jamais reçu d'appel parce qu'il était en vacances. Il séjournait avec sa petite famille dans un parc d'attractions au moment où Rolando Cruz s'était soi-disant confié aux enquêteurs. Il n'avait donc pas pu lui téléphoner. Aucun rapport de police n'avait jamais été rédigé suite aux déclarations du suspect, ce qui est incroyable. Dès lors, on était un simulacre de justice. On n'avait plus rien qui nous permette de relier Cruz et Hernandez au crime. Le juge Melling a sorti une photo de Janine Nicarico et il l'a brandie, pour être bien sûr que tout le monde la voit. Et il a dit quelque chose comme « Cette affaire concerne, a toujours concerné et concernera toujours Janine Nicarico. Elle ne concerne pas Rolando Cruz. » Il a coupé court à toutes les discussions et il a dit « On arrête, l'affaire est classée. Je veux que Rolando Cruz soit libéré et je veux qu'il soit libéré aujourd'hui. » On a levé les accusations et il est parti. Et il a fallu 12 ans, 3 mois, 3 jours et 1h30 pour en arriver là. Quand ils ont ouvert la porte, ma mère et mon meilleur ami étaient là. Et ils m'ont pris dans leurs bras. Et ma mère a dit « Allons-nous-en maintenant ». La justice l'a laissé tomber. Regardez combien d'années il a passé dans le couloir de la mort. Et les parents de Janine Nicarico ne voulaient pas en démordre. Ils restaient persuadés que Cruz était le meurtrier. Un mois plus tard, c'est au tour d'Alex Hernandez d'être acquitté. Une enquête est alors ouverte contre les responsables de ce fiasco. Il faut maintenant déterminer s'il s'agit d'une erreur indépendante de leur volonté ou si, au contraire, ils ont délibérément conspiré pour faire condamner Cruz et Hernandez. 4 enquêteurs et 3 magistrats du ministère public ont été mis en examen. À l'époque, c'était quasiment du jamais vu. Les médias les ont rebaptisés les 7 de DuPage. Ils sont accusés de conspiration, parjure et obstruction à la justice. Je ne crois pas qu'il se soit dit « on va faire tomber 2 innocents ». Ce qui s'est passé, je pense, c'est un phénomène qu'on observe souvent dans les affaires criminelles. La police imagine un scénario, elle se persuade que c'est le bon et elle instrumentalise l'enquête. Après 2 mois de suspense, les 7 de DuPage sont finalement acquittés. Malheureusement, c'est comme ça. Les jurés étaient des gens du comté et ils ont voulu protéger les leurs. En 2002, Alex Hernandez, Rolando Cruz et Stephen Buckley, initialement lui aussi mis en examen pour le meurtre de Janine Nicarico, ont finalement été graciés. Près de 20 ans ont passé depuis la découverte du corps près d'un ruisseau, mais l'ADN n'a pas dit son dernier mot. Cette fois, on va enfin savoir qui était l'assassin. Au final, de nouvelles analyses ADN ont été réalisées dans les meilleures conditions et c'est le nom de DeGane qui est ressorti. Le rapport de conclusion est formel. Brian DeGane est l'homme qui a violé Janine Nicarico. Il est jugé en novembre 2005 à l'âge de 52 ans pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de la fillette. Il plaide coupable et est condamné à la peine de mort.
5 ans et demi plus tard, le 11 mars 2011, le gouverneur Pat Quinn fait abolir la peine de mort dans l'État de l'Illinois. La sentence de Degan est alors commuée en peine de prison à perpétuité. Ça a relancé les débats sur la peine de mort. On a beau dire que tout individu est innocent jusqu'à preuve du contraire, on sait que dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. En tant qu'avocat de Rolando Cruz, cette affaire m'a ouvert les yeux sur les injustices qui peuvent se glisser dans le système. J'ai la plus grande estime pour la police. Malheureusement, quand un événement de ce genre se produit, ça ébranle un peu vos convictions et c'est regrettable. Tout ça dresse un portrait assez édifiant de notre système judiciaire et questionne son efficacité. Depuis qu'il a retrouvé la liberté, Rolando Cruz s'est installé dans la banlieue de Chicago, à 550 km de la prison où il était incarcéré. Je ne suis pas qu'un nom dans une affaire. Je suis un être humain. Je suis un père de famille, un père qui élève seul ses enfants. Ma priorité, c'est leur éducation. Ça passe avant tout. J'essaie de les entourer. Plus jamais, non. Plus jamais de la vie. Et de les aider à se construire un avenir avant que je quitte ce monde. C'est tout ce qui compte pour moi.